Bonjour, bienvenue dans ce 18e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. C'est un thème crucial que nous abordons cette semaine et les semaines qui vont suivre, puisqu'il s'agit de la vie quotidienne des personnes âgées et d'une façon générale de nous tous, puisque à plus ou moins longue échéance, nous sommes appelés à devenir nous-mêmes des personnes âgées. Il s'agit de la résidence, du lieu de résidence des personnes âgées. Alors qu'il s'agisse du domicile, qu'il s'agisse d'hébergement en foyer d'accueil ou en institution, c'est une étape de la vie lorsqu'on devient vieux, lorsque l'on perd un petit peu d'autonomie, lorsque certaines pathologies nous poussent vers la dépendance. C'est un thème crucial puisqu'il s'agit de savoir comment bien vieillir et bien rester chez soi ou bien vivre en institution. Donc aujourd'hui nous abordons avec nos invités le thème du maintien à domicile qui est une des priorités des différents pouvoirs publics. Donc se maintenir à domicile lorsqu'on a atteint un certain âge, voire un très grand âge. Telles sont les questions que nous poserons aujourd'hui à nos invités. Monsieur Patrick Flériague, qui est le président de la commission Affaires sociales du Conseil général de la Martinique, et Madame Nathalie Pavadé, qui est responsable du bureau maintien à domicile et services aux personnes du Conseil général de la Martinique. Madame Pavadé, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans Mahogany. C'est la deuxième fois que nous vous recevons, donc avec énormément de plaisir. Nous attendons Monsieur Flériague qui ne saurait tarder. Et vous l'avez compris, c'est donc de vie quotidienne, la rubrique vie quotidienne, que nous parlerons tout au long de ce numéro de Mahogany. Nous nous retrouvons après le jingle. Bien, alors lorsque vient le grand âge et la perte d'autonomie, je l'ai dit en préambule, se pose la question de la résidence. Faut-il rester à domicile? Faut-il partir en institution où on considère normalement que les personnes âgées sont mieux encadrées? Les pouvoirs publics se penchent depuis un certain temps déjà sur ces thèmes. Le maintien à domicile est en fait une priorité des pouvoirs publics. Nous sommes allés, avant de nous entretenir avec nos invités sur le plateau, nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Coudin, Olivier Coudin, qui est directeur adjoint de l'offre médico-sociale à l'Agence régionale de santé de la Martinique, l'ARS, qui nous a donné quelques pistes d'action et de réflexion sur l'action de l'ARS. Nous nous retrouvons après cette interview. Quelles sont les priorités du schéma régional d'organisation médico-sociale? Nos priorités, elles sont de favoriser un accueil, un hébergement ou des possibilités de maintien à domicile sur les 4 territoires de la Martinique, les 4 territoires qu'on a, qui sont un peu une reprise des territoires des arrondissements administratifs. On a identifié un territoire nord-atlantique, Nord-Caraïbes, Sud et Centre-Agglomération, sur lesquels nous allons développer toute une série de dispositifs pour accompagner les familles et les personnes en perte d'autonomie à leur domicile et pour proposer aussi des places d'hébergement en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, les EHPAD, des maisons de retraite médicalisées que nous essayons de développer sur le territoire. Notre priorité, c'est de favoriser le maintien à domicile avec des services et des dispositifs qui permettent d'aider les personnes à rester chez elles. C'est une demande prioritaire de la population, pas uniquement en Martinique, mais sur l'ensemble du territoire national, de pouvoir rester à son domicile quand on le peut. Quels sont les moyens d'action de l'ARS? L'ARS intervient sur les dispositifs qui sont financés par l'assurance maladie. Donc tous les dispositifs qui ont une dimension soins, une dimension sanitaire. Et donc nous on a la responsabilité de développer ce type de service. Alors il y a un effort très très important qui avait été fait depuis des années au niveau de la Martinique, au niveau de tout ce qui est de services de soins infirmiers à domicile. Donc le territoire de la Martinique aujourd'hui est
totalement couvert par 11 services de soins infirmiers à domicile, qui sont des services qui apportent aussi bien des soins d'hygiène, mais aussi des soins techniques pour répondre vraiment à des besoins médicaux des personnes âgées à domicile. Je le disais, le territoire de la Martinique est totalement couvert et nous avons un bon taux d'équipement en service de soins infirmiers à domicile, complété en plus par une présence importante d'infirmières et d'infirmiers libéraux qui interviennent au domicile des personnes âgées dépendantes, mais aussi de toute la population. Donc on a de ce point de vue un niveau d'équipement qui est très important, qui est très intéressant par rapport à des ratios nationaux en Martinique. Sur quels autres dispositifs l'ARS intervient-elle ? On peut citer par exemple les accueils de jour, qui sont plus souvent des accueils de jour en fait ciblés Alzheimer, qui permettent à la famille, qui permettent à l'aidant d'avoir un temps de répit, puisque ce service en fait permet à la journée d'accueillir la personne âgée qui est en difficulté, qui est en perte d'autonomie. Et pendant cette journée, la personne âgée a la possibilité de faire des activités qui vont contribuer à stopper, en tout cas à essayer de contenir l'évolution de la maladie, même si on n'arrive pas forcément à stopper l'évolution de la maladie, mais on a toute une série d'activités de stimulation qui permettent d'aider à maintenir un peu les capacités des personnes. Donc ces accueils de jour, aujourd'hui en Martinique on a 18 places d'accueil de jour, mais l'objectif avec le plan de développement médico-social que l'agence régionale est en train de mener, c'est d'avoir une quarantaine de places d'ici 2 ou 3 ans. On propose également de l'hébergement temporaire qui permet là aussi d'offrir aux personnes âgées une solution alternative. Pour des personnes qui ne peuvent pas rester à leur domicile, par exemple au retour d'une hospitalisation, on a la possibilité d'avoir une orientation vers des places d'hébergement temporaire, qui peuvent aussi constituer une formule de répit pour les aidants naturels qui ont à un moment arrivent à un certain stade d'épuisement. Et puis on a d'autres dispositifs qui ont été développés dans le cadre du plan Alzheimer, qui est un plan gouvernemental qui a été développé sur l'ensemble du territoire. Et en Martinique, on a développé plusieurs dispositifs dans le cadre de ce plan. On peut citer notamment la création en lien avec le Conseil général de la Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer, qu'on appelle MAIA. Alors c'est pas vraiment une maison, en fait, c'est un processus de mise en réseau de professionnels, du social, du médico-social, du sanitaire, qui vont, quand une situation grave est détectée, quand un cas complexe de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer est détecté par un des membres du réseau professionnel, il va y avoir une prise en charge qui va se mettre en route, qui va se mettre en mouvement, où l'ensemble des partenaires sociaux, médico-sociaux et sanitaires qui sont mis en réseau par la MAIA vont travailler à une prise en charge concertée et sans rupture dans le parcours de la personne âgée. Donc ça permet aussi de favoriser le maintien à domicile, puisque ce sont des personnes qui auraient peut-être dû aller vers l'institutionnalisation, vers l'entrée en établissement, et qui, du fait de l'existence de cette MAIA, vont pouvoir rester à leur domicile, parce qu'il va y avoir un travail de coordination des professionnels qui va permettre ce maintien à domicile. Dans le cadre du plan Alzheimer, on a aussi mis en place des équipes spécialisées Alzheimer. C'est des équipes qui viennent renforcer les effectifs et les capacités d'intervention des services de soins infirmiers à domicile, qui vont intervenir auprès de la personne malade, mais qui vont aussi intervenir auprès de l'aidant pour faire du soutien et pour aider cet aidant à assurer sa mission au quotidien.
Donc ça aussi c'est très important, les équipes spécialisées Alzheimer. Et puis le dernier dispositif qu'on a mis en place en Martinique, c'est un dispositif qui est très très important, c'est la plateforme d'accompagnement et de répit, qui est vraiment à destination des aidants familiaux, qui leur propose des prestations de répit, qui leur propose des activités, qui leur propose un soutien psychologique, qui leur propose toute une série de prestations pour rompre l'isolement et pour prévenir le risque de rupture chez ces aidants familiaux qui, faut le rappeler, hein, quand il s'agit de malades d'Alzheimer, sont sollicités 24 heures sur 24. Bien, nous l'avons vu, l'ARS est un des intervenants aux côtés du Conseil général et d'autres acteurs, un des intervenants dans la sphère de l'accompagnement des personnes âgées. Donc, nous avons vu qu'aujourd'hui, même lorsque les personnes ont atteint un degré de dépendance important, lorsqu'ils sont atteints, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, ils peuvent rester chez eux, rester à domicile et opter davantage pour un maintien dans leur environnement que pour un départ en institution ou en foyer d'accueil. Donc c'est déjà un choix qui est offert, quel que soit l'âge et quel que soit l'état physique ou mental de la personne. Donc nous voulions voir avec vous, Madame Pavadé, quelles sont les conditions qui doivent entourer cette décision de maintenir une personne âgée à domicile, même lorsqu'elle est dépendante. Donc, quelles sont les solutions que le Conseil général est en mesure de proposer aux familles? Alors, donc, vous êtes responsable donc, du bureau maintien à domicile et service à la personne. Donc, je pense que vous êtes l'une des personnes les mieux placées pour répondre aux interrogations de nos téléspectateurs. Tout à fait. Donc effectivement, le Conseil général, la politique même du Conseil général, c'est vrai le maintien à domicile. Donc c'est vrai que c'est privilégié et c'est surtout répondre aux souhaits des personnes âgées. Soit les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles. Donc il existe effectivement différentes prestations. Il y a des prestations légales. Il y a aussi des prestations extra-légales. Alors donc avec vous, le Conseil général, la répartition entre l'ARS et le Conseil général se fait, l'ARS s'occupe, comme M. Coudin l'a précisé, de tout ce qui est soins, hygiène, toutes les prestations offertes et remboursées par la sécurité sociale. Et de vous, c'est donc toutes les prestations sociales et tout ce qui concerne vraiment la vie quotidienne. Voilà, des personnes âgées. Et donc après, comme je vous disais, il y a les prestations qui sont légales et les prestations extra-légales. Donc les prestations légales qui sont définies par le Code de l'action sociale et des familles, donc en fait c'est une obligation de la collectivité quand même de mettre en place ces prestations. Donc il s'agit de l'allocation personnalisée d'autonomie c'est plus pour les personnes âgées dépendantes. Donc pour nous, il y a effectivement des codes, on va dire qui sont entre un J en 1 et un J, un groupe iso-ressources entre 1 à 4. Donc, sachant que le groupe iso-ressources 1, ce sont pour les personnes les plus lourdement dépendantes. Et 4, donc on va vers les personnes qui sont qui sont dépendantes, mais un peu moins. Et l'aide ménagère. Donc l'APA, c'est une aide financière qui permet une assistance aux personnes, de mettre en place une assistance pour les personnes dépendantes. Des personnes dépendantes. Donc effectivement, les demandes sont faites, donc on va peut-être en parler après. Oui, on va rentrer dans le détail un petit peu plus tard. Donc c'est une aide financière effectivement qui est versée mensuellement à la personne âgée dépendante et un change pour elle effectivement, ou à sa famille, l'entourage en tout cas, soit de recruter une tierce personne ou encore de passer par un service prestataire pour mettre en place le plan d'aide qui a été défini par une équipe médico-sociale du Conseil général. Très bien. Et donc cette équipe médico-sociale intervient auprès de la personne en cause pour déterminer le niveau de dépendance. Voilà, et ce dont surtout elle a besoin. Donc après, c'est vraiment, il y a une infirmière et une assistante sociale qui sont donc à même de
d'évaluer la situation globale aussi bien au niveau de sa santé, mais au niveau social. Donc si elle est isolée, pas isolée, si elle est entourée, la famille, etc. Et surtout au niveau de l'indépendance, donc ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut plus faire et ce qu'il y a à faire. Donc après, c'est une véritable enquête voilà, qui dure combien de temps? En général, la demande, enfin on va dire en moyenne 3 mois. C'est-à-dire que le temps de déposer le dossier au sein du CCAS ou auprès de nos services. Donc il y a une première équipe qui instruit le dossier. Donc il y a la partie administrative et puis il y a la partie plus sociale, justement avec l'équipe médico-sociale, donc qui va à domicile et qui évalue la situation. Et ensuite, il y a la commission qui statue en tout cas sur le plan d'aide et le nombre d'heures qui sera attribué en tout cas à chaque bénéficiaire. D'accord, donc c'est l'équipe qui détermine les besoins. Enfin, au vu de ce qu'elle voit sur le terrain. L'équipe détermine les besoins de la personne. Très bien. Tout à fait. Puis il y a aussi un médecin conseil au sein de cette commission qui, au vu aussi des certificats médicaux, apporte en tout cas l'éclairage. En fait, c'est une décision collégiale au sein de cette commission. Donc, c'est la décision d'attribuer la part en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, c'est une aide financière. Non négligeable, compte tenu, on le sait, de la faiblesse des ressources de beaucoup de personnes âgées à la Martinique. Voilà. Je crois qu'il y a des ratios quand même qui sont supérieurs aux moyennes nationales en termes de personnes. Mais après, c'est vrai que nous, au niveau de la Martinique, les besoins ne sont pas évalués de la même façon. Parce que c'est vrai que si vous prenez le département de métropole, où il y aura peut-être que 2 heures, 3 heures, donc effectivement, la personne aura très peu d'heures, mais effectivement, aussi, le montant, enfin la somme, le tarif horaire sera plus élevé. Alors que chez nous, en moyenne, nous sommes à 50 heures. Donc nous effectuons 50 heures par mois 50 heures par mois. D'accord. Donc après, effectivement, les tarifs sont plus bas, mais en fait, les gens ont beaucoup plus d'heures. Parce que effectivement, la situation elle est différente et on tient compte aussi bien au niveau des besoins et du nombre d'heures effectifs et réels. Parce qu'on sait très bien que les personnes âgées chez nous, avec le niveau de ressources, ne peuvent pas forcément payer de leur propre poche en fait, sont un service, sont encore rémunérés, une tierce personne à temps plein. Donc, effectivement, nous tenons compte de tout ça. Effectivement, nous avons un nombre d'heures en moyenne de 50 heures par mois. D'accord, très bien. Par bénéficiaire. Par bénéficiaire. Donc là, on est bien d'accord. L'APA sert à rémunérer des personnes qui aident une personne dépendante. Donc, c'est vraiment une prestation particulière qui ne s'adresse qu'aux personnes qui ont été reconnues dépendantes. D'accord. Tout à fait. Donc, hormis cette aide personnalisée, donc quelles sont les autres prestations que le Conseil général sert? Voilà, donc une seconde aide, en tout cas légale, donc il s'agit de l'aide ménagère, qui est attribuée aux personnes qui sont très peu dépendantes, mais qui ont quand même besoin d'une petite aide au quotidien, ne serait-ce que pour faire du ménage. Donc c'est vrai que j'oublie effectivement de préciser que l'APA n'est vraiment pas fait, j'insiste, n'est pas faite du tout pour faire du ménage, tailler la pelouse, etc. C'est vraiment l'aide à la personne. Donc c'est vrai, on intervient auprès de la personne, on va l'aider à s'habiller, on l'aide à manger, on l'aide à se mouvoir, etc. Par contre, l'aide ménagère, c'est vraiment une aide au niveau vraiment du ménage. C'est-à-dire c'est vraiment, on aide quelqu'un à faire ses courses, on l'aide à entretenir son logement, on va l'aider, on fera pour elle son repas, etc. Et là, c'est des activités quotidiennes pour l'entretien, le repassage. Et obligatoire, le repassage, les besoins vitaux, pas des besoins vitaux, mais des besoins quand même du quotidien, c'est-à-dire pour mieux vivre chez soi. Après, maintenant, c'est vrai qu'il y a des critères. Donc là, les critères sont différents. Donc pour là, on a vu que c'était le niveau de dépendance. Et puis l'âge, il y a l'âge, mais pour l'aide ménagère, l'âge, c'est à partir de 60 ans. Pour l'APA, c'est 60 ans. Voilà. Par contre, l'aide ménagère, c'est 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail. Donc voilà, et puis il y a d'autres critères aussi, les ressources. Donc pour l'aide ménagère, il y a les ressources, donc il faut, c'est le minimum vieillesse, donc c'est pour toutes les personnes en tout cas qui peuvent en bénéficier, ces personnes ne doivent pas avoir des ressources supérieures à 777,16 €. Donc, mensuellement. Donc après, c'est vraiment pour les personnes qui ont de faibles revenus. Et il faut savoir que cette prestation, l'aide ménagère, est récupérée en fonction bien sûr du montant qui a été accordé
est récupéré au décès. Pour Très l'aide bien. ménagère, je parle d'aide ménagère qui est une prestation d'aide sociale. Je voudrais qu'on insiste sur ce point, puisque les gens ont parfois du mal à faire la différence entre ce que, bon, malheureusement, ils auront à payer, enfin les familles, hein, ce qu'ils auront à rembourser au Conseil général et ce qui rentre dans la catégorie non remboursable. Hein. Donc l'APA qui aide à la vie quotidienne des personnes dépendantes, n'est pas remboursable. Non, du tout. C'est-à-dire que c'est une prestation. C'est pour compenser en fait la perte d'autonomie. La perte d'autonomie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est facultatif, qui n'est pas. On va dire que c'est un peu normal dans la mesure où dans l'avancée en âge, effectivement, on perd en autonomie. Mais après, c'est vrai que bon, il y a des gens qui vont très bien vieillir, il y en a d'autres effectivement qui vont qui vont vieillir différemment. Donc ces personnes-là ont besoin d'une aide. Voilà, d'une aide financière pour compenser justement cette perte d'autonomie. Cette perte d'autonomie, très bien. Donc c'est valable en général pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, hein, puisque c'est ou d'une autre maladie dégénérative. Et à côté de l'APA, il y a donc cette aide sociale, hein, entre guillemets, qui permet de recourir au service d'une aide ménagère. Donc qui vient dans la vie quotidienne pour assumer des tâches ménagères, comme le nom l'indique. Et là, cette aide, elle est remboursable. Elle est remboursable au décès, mais c'est sur la succession. C'est-à-dire que si quelqu'un décède et qui a bénéficié de l'aide ménagère, mais qui n'a aucun bien, donc la famille n'aura rien à rembourser. Donc ce n'est pas aux enfants. Ce ne sont pas les enfants qui remboursent sur leur salaire ou leur propre denier, mais c'est sur les biens de la personne décédée. D'accord. La personne qui a bénéficié de l'aide, une fois décédée, effectivement, le remboursement s'effectue sur le patrimoine de cette personne. Bien, enfin, bon, les héritiers contribueront puisque c'est un manque à gagner. C'est un peu trivial de s'exprimer comme ça, mais effectivement, ça viendra s'imputer sur la succession. Sur la succession, tout à fait. Très bien. Donc là, on a fait la différence. J'espère que nos téléspectateurs ont fait la différence entre ce qui est remboursable et ce qui ne l'est pas. En termes d'autres types de prestations, qu'est-ce que le Conseil général peut proposer aux familles ? Donc je vous ai parlé effectivement des prestations légales, obligatoires, et il y a aussi les formes de la collectivité. Donc la collectivité, effectivement, dans sa politique qui est aussi inscrite dans le schéma géontologique des personnes âgées 2009-2013, effectivement, elle a largement dit, donc c'est vraiment accompagner au domicile les personnes et de maintenir ces personnes dans des conditions les plus optimales et les mieux adaptées. Donc, dans ce cadre, il y a les prestations extra-légales, donc qui ne sont pas obligatoires, mais comme je vous ai dit, qui relèvent d'un effort de la collectivité. Donc, il y a les prestations de téléassistance. Donc, c'est vraiment un appareil pour les personnes qui sont à domicile et qui sont souvent seules. Donc, ça peut être l'enfant peut travailler, les enfants ou le conjoint n'est pas forcément là. Et donc, dès lors qu'il y a peut-être chute ou que la personne, en tout cas, elle a besoin de parler ou qu'elle ne se sent pas bien, elle peut, donc elle est reliée à un dispositif, d'accord, et tout de suite, qui se met en relation avec elle et qui avertit soit la famille, etc., en disant qu'il y a un souci, un problème. Donc, si la personne tombe, mettons qu'elle soit inconsciente, donc il s'agit d'un bracelet, d'une montre, donc le moindre petit mouvement qui est décelé, en tout cas, envoie un signal au niveau du centre de téléassistance et ils sont en tout cas avertis que telle personne ou que la personne en tout cas est peut-être en difficulté. C'est presque assimilable à un bracelet électronique si on extrapole. Donc en fait c'est un dispositif qui permet aux personnes isolées, qui vivent seules, d'être reliées à un central qui est capable de détecter les anomalies dans le comportement de la personne. Enfin bon, en cas de chute, on sait que notamment c'est un des risques auxquels sont exposées les personnes âgées, donc on peut signaler. Donc alors,
Quelles sont les personnes, y a-t-il des conditions d'âge, des conditions de ressources pour bénéficier de cette assistance? Oui, donc ce sont les mêmes que pour l'aide sociale. Donc à c'est partir vraiment de 60, 65 ans 65 ou ans. 60 ans qui a d'inaptitude au travail. C'est-à-dire que ça peut être pour des personnes qui ont arrêté de travailler parce qu'elles sont soit handicapées ou bien qu'elles sont vraiment malades, elles ont un cancer ou qui les rendent en fait, qui ne leur permettent pas en tout cas au travail. Voilà. D'accord. Et donc, quel est le coût de cette téléassistance? Donc le coût, donc il y a 2 forfaits. Donc tout dépend, c'est vrai qu'on tient compte aussi des ressources. Donc pour les personnes qui sont qui ont entre 777, enfin moins de 777,16 € et qui ont à peu près jusqu'à 1 000 €, il y a un premier tarif, donc elles sont prises en charge totalement. Donc le Conseil général paie totalement pour ces personnes. Et au-delà, il y a une participation du bénéficiaire. Donc on est à peu près, donc c'est 23 € à peu près environ quand le Conseil général prend en charge la totalité, c'est 23, ça coûte au Conseil général 23 € par mois par bénéficiaire. Sinon, c'est 13 € pour le Conseil général. Enfin, la participation du Conseil général s'élève à 13 € par bénéficiaire si le bénéficiaire a des moyens pour prendre en charge ça. Donc, il reste une dizaine d'euros par mois, c'est ça? Oui, voilà. Un peu à la oui, charge donc 13 €, donc à la charge de la personne. À la personne des personnes voilà, qui dépassent le seuil de revenus fixé. Donc, quelles sont les modalités pour accéder à ce service? À qui faut-il s'adresser? Donc, il suffit de remplir un dossier, de faire la demande auprès du CCAS. Auprès du CCAS de la commune de résidence. Voilà. Donc, la personne remplit son dossier, fait sa demande, qui arrive au Conseil général. Donc, c'est instruit par les agents instructeurs. Et ensuite, les décisions sont prises au sein des commissions. Donc, une commission administrative d'aide sociale. Et là, effectivement, donc, on vérifie les conditions d'âge, de ressources et d'isolement. Et ensuite, donc, si les personnes répondent en tout cas aux critères, donc tout de suite, en fait, on essaie de mettre le plus rapidement en place, en tout cas, la prestation auprès des bénéficiaires. Vous avez une évaluation du nombre de bénéficiaires de la téléassistance? Oui, donc on a à peu près à 3 000 bénéficiaires aujourd'hui, donc 3 000 personnes qui profitent en tout cas de ce dispositif. D'accord, voilà. Très bien. Et vous avez noté une évolution parce que c'est quand même une prestation qui est offerte aux personnes âgées depuis oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture au niveau parce qu'il a fallu effectivement, donc il faut lancer des appels d'offres. Donc on a eu le temps de lancer l'appel d'offres et de relancer le nouveau marché. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment une rupture. Mais là, nous avons essayé, en tout cas en 2012, de rattraper tout le retard et de raccorder le maximum de personnes sur l'année 2012. Donc après, c'est vrai que c'est très progressif. Mais bon là, nous sommes à peu près à 3 000 demandes. Et en fait, durant cette rupture, souvent certaines personnes ont quand même soit se sont adressées à leurs mutuelles, parce que les mutuelles, certaines mutuelles en tout cas proposent cette prestation. Donc en fait, donc c'est pour ça, je ne peux pas vous dire exactement entre 2008, 2009 et 2011 et 2012, on a repris la prestation. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous sommes à 3 000 bénéficiaires. D'accord. Donc ça, c'est une prestation qui assure en tout cas une certaine sécurité aux personnes âgées et à leur entourage, parce qu'effectivement, lorsque les enfants ou la famille travaille et n'est pas en permanence aux côtés de la personne âgée, elle sait qu'il y a quand même cette possibilité pour la personne âgée d'être assistée. Voilà, par contre, cette prestation est cumulable avec les autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'APA peut aussi bénéficier de la prestation de téléassistance. D'accord, très bien. Alors, autre prestation non légale, non obligatoire. Oui, donc il y a aussi le portage de repas. Le portage de repas. Donc le portage de repas, il s'agit de livrer en tout cas au domicile des personnes âgées des repas équilibrés, d'accord, parce que soit ils ne peuvent plus elles-mêmes faire le repas ou parce que la famille non plus ne peut pas forcément intervenir. Donc là, le Conseil général intervient
et finance 20 repas par mois dans le cadre de l'aide sociale. Et si c'est dans le cadre de l'APA, on peut aller jusqu'à 24 repas par mois. Mais les repas sont livrés du lundi au vendredi ou du lundi au samedi dans le cadre de l'APA auprès des bénéficiaires. Alors, est-ce que donc vous exercez un contrôle sur la qualité, la qualité des repas, puisque vous avez mentionné que vous étiez sensible donc aux questions de qualité. Est-ce qu'il existe un contrôle sur les prestations, enfin les repas qui sont offerts aux personnes? Donc oui, justement, donc nous sommes en train de mettre en place justement le contrôle de qualité auprès des services. Et aussi, mais après, il faut savoir qu'effectivement, donc il y a quand même aujourd'hui, il y a environ 300 bénéficiaires qui sont servis à domicile, et 18 services qui interviennent. D'accord? Donc 18 services qui interviennent sur l'ensemble du département. Et donc après, c'est cette mise en place aussi. Mais donc, il faut aussi bien contrôler la personne âgée, enfin quand je dis contrôler, c'est-à-dire faire des enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires, mais aussi auprès des services. Et c'est vrai que ça demande une organisation, du temps, et surtout, donc nous sommes en train d'organiser, de mettre en place tout ce dispositif pour mieux accompagner les personnes âgées à domicile. Donc vous avez parlé de 300 personnes, 300 bénéficiaires. Ce sont des personnes qui sont réparties sur tout le territoire de la Martinique. Oui, tout à fait. Oui. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines communes qui ne sont pas desservies. Donc certaines communes qui sont vraiment très excentrées, qui ne sont pas desservies. Mais par contre, l'ensemble des communes sont aujourd'hui desservies. Alors, lorsque vous parlez donc de ces prestations, notamment le portage de repas, mais ma question s'intéresse également au cas des aides au ménage. Est-ce que vous avez des conventions avec un certain nombre de prestataires? Les personnes que vous suivez sont-elles tenues de s'adresser aux prestataires que vous avez conventionnés? Oui, par contre, c'est vrai que c'est une obligation de recourir effectivement aux services qui ont été habilités par rapport aux tarifs. D'accord? Parce qu'effectivement, donc nous avons, nous tenons compte des ressources. D'accord? Donc les services, nous leur disons que ce sont que des bénéficiaires de l'aide sociale qui ont peu de ressources. Donc le Conseil général participe à hauteur de 3,35 € par repas. Donc après, effectivement, donc les bénéficiaires ont une obligation de passer par ces services par rapport aux tarifs que nous exigeons, en tout cas, que nous fixons, que le Conseil général fixe par repas servi. Vous avez parlé sur le portage des repas de 18 prestataires, c'est ça, qui intervenaient, qui sont habilités à délivrer ce type de service. Alors, comment ces prestataires sont-ils sélectionnés? Est-ce que ce sont des sociétés, des particuliers? Est-ce que tout un chacun peut s'instituer? Parce qu'on sait que les personnes âgées, enfin il y a une augmentation des personnes âgées. On voit apparaître, lorsqu'on circule, des véhicules avec des logos au nom de sociétés de services aux personnes âgées. Comment tout le monde peut-il s'impliquer dans ce type de service, et tout le monde peut-il se déclarer prestataire de services pour personnes âgées? Donc ce sont deux filières un peu qui sont différentes. Donc celle du Conseil général, c'est-à-dire que celles qui sont habilitées par le Conseil général, effectivement, donc ces structures font une demande directement auprès de nous. D'accord? Donc après, il y a des critères, etc. Et nous accordons ou pas l'habilitation en fonction des critères. C'est obligatoirement, c'est quoi comme type de structure? C'est obligatoirement des sociétés, des associations, des individus? En majorité, ce sont des CCAS. Et ensuite, il y a quelques associations privées qui interviennent dans le secteur. Il n'y a pas d'entreprise, en tout cas, au niveau des structures qui sont habilitées par le Conseil général. Et il y a l'autre filière aussi, donc on va parler des services prestataires. Donc il y a les services effectivement qui sont, enfin les habilitations, les agréments qui sont délivrés par l'État, donc par le préfet. D'accord? Et donc ces prestataires, donc il y a deux types de prestataires dans ce cas. Il y a les prestataires qui sont agréés pour intervenir auprès de publics fragiles et ceux qui ne sont pas agréés,
qui sont sur le principe de la déclaration. Donc, ils peuvent intervenir auprès de publics qui ne sont pas fragiles, qui ne sont pas reconnus fragiles. Donc, on parlera plus peut-être des structures qui sont habilitées, en tout cas, pour les personnes fragiles, oui, pour les personnes âgées. Voilà, donc ils entendent dans le cadre des publics fragiles, donc ils entendent les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants de moins de 3 ans. Donc, ces structures qui sont agréées, effectivement, donc le Conseil général émet un avis. Par contre, c'est l'État qui délivre l'agrément. Mais par contre, étant donné que le Conseil général étant le chef de file de la politique d'action sociale, donc nous, la présidente du Conseil général émet un avis sur toutes ces demandes. Voilà. Et ensuite, les structures, une fois, donc il y a des commissions conjointes mensuelles, d'accord, Conseil général DIECT, et DIECT qui est anciennement direction du travail. Direction du travail. Le sigle, c'est la direction départementale de la concurrence, je ne sais plus. Oui, donc c'est une direction qui englobe, qui regroupe tout un tas de d'anciens services qui étaient dans d'autres directions. Voilà, c'est dans le cadre de la réorganisation des pouvoirs publics. Donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit DIECT, on ne dit plus direction du travail. Et donc, il y a des commissions conjointes, donc DIECT et Conseil général mensuel, où nous auditionnons les porteurs de projets. Et donc après, il émet un avis. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est très difficile de délivrer les agréments. Parce qu'effectivement, donc après, les gens, soit c'est par méconnaissance. Donc c'est vrai qu'ils veulent... On fait la différence entre les gens qui disent, bon, j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes âgées. Et après, bon, on sent que c'est l'élan du cœur, j'ai envie parce que j'aime la personne âgée, etc. Et la personne qui a vraiment réfléchi, mûri son projet. Parce qu'on devient chef d'entreprise, on devient quand même... donc en fait, dans ce cadre-là, on doit embaucher, recruter du personnel. Donc après, donc on fait vraiment la différence. Donc je vous dis, sur l'année 2012, il y a 10 structures qui ont obtenu leur agrément, sur peut-être 50 demandes. D'accord. Vous accompagnez les gestionnaires de structures, les personnes qui déposent des dossiers, oui. Vous les accompagnez, vous leur donnez des conseils, vous les conseillez? Oui, tout à fait. Donc non seulement ces structures, enfin ces demandeurs sont accompagnés par la DIECT, mais aussi par le Conseil général. Donc ils viennent chez nous parce qu'ils veulent avoir des renseignements sur l'APA. Donc comment on fait les dossiers, en quoi ça consiste à accompagner la personne âgée, même aussi sur le niveau du montage du projet. Qu'est-ce que nous on attend? Parce qu'on a effectivement des critères, donc il faut que le local soit adapté à l'accueil, enfin, de public fragile, etc. Donc nous sommes obligés quand même de les recevoir, de les accompagner pour que les dossiers soient un peu bien ficelés, pour que le jour, enfin en tout cas au moment où ils déposent leur demande, que bon, au moins qu'on soit, qu'ils sachent à quoi s'attendre. Très bien. Donc, comment dirais-je, les personnes éventuellement intéressées par un projet de prestation de services aux personnes âgées, dans le cadre des agréments du Conseil général, peuvent s'adresser au Conseil général pour avoir un appui, un soutien, un appui technique sur le montage du dossier. Ce qui ne préjuge pas, je suppose, de l'agrément effectif. Puisque vous l'avez rappelé, c'est une démarche collégiale. Et puis qui est beaucoup plus complexe, qui demande, il faut recruter du personnel formé, il faut que le responsable de la structure aussi soit formé, etc. Enfin, connaissent au minimum les textes concernant les services à la personne, donc la loi Borloo, l'aide sociale, en quoi il en retourne, etc. Enfin, donc ça couvre quand même plusieurs domaines, social, juridique, financier, gestion. Donc ne peut pas s'improviser prestataire de services aux personnes fragiles qui veut. Voilà. Par contre, les autres peuvent très bien intervenir au niveau de la déclaration. Donc comme ça, ils peuvent intervenir auprès des publics qui sont non fragiles. Mais maintenant, dès lors qu'il faut intervenir dans le cadre de publics fragiles à domicile des personnes âgées, il y a une réglementation qu'il faut, beaucoup plus stricte, à laquelle il faut se conformer. Quel est le statut? Je reviens un petit peu en arrière, notamment sur les auxiliaires de vie et les aides ménagères. Quel est le statut de ces personnes? Est-ce que les intervenants dépendent du Conseil général ou dépendent de la personne qu'elles assistent?
Est-ce que ce sont des salariés de la personne ou du conseil général? Alors, ce sont des salariés de la personne qui bénéficient des aides. D'accord, donc qui se retrouvent employeurs. Donc la personne âgée, le plus souvent, se retrouve employeur et se doit de connaître les textes du code, le code du travail. Parce que c'est vrai que souvent les gens, ou l'entourage ou la personne elle-même peut-être ne voit pas en tout cas la dimension de ce que ça encadre, mais la personne âgée est employeur. Donc après, il faut établir un contrat de travail entre le bénéficiaire et l'intervenant. Et après, bien sûr, il y a des règles aussi bien pour licencier aussi ces personnes. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que ça soit bien encadré, que les gens comprennent bien qu'ils sont employeurs, peu importe l'âge, on est employeur, qu'on soit âgé ou pas, c'est le code du travail. D'accord. Donc, ce sont des prestataires là aussi que vous avez, avec lesquels vous avez passé une convention d'agrément. Alors, il existe, ce sont des individus ou des structures Donc, il y a les deux. Il y a les deux. Voilà. Donc, il y a les personnes. Donc, quand il s'agit d'une personne qui est recrutée, donc après, donc là, on est dans le cadre de l'emploi direct. D'un rapport de gré à gré entre un employeur et un salarié. Par contre, si le bénéficiaire fait appel à un service prestataire, donc là, c'est le prestataire qui est employeur. Donc le prestataire met à disposition un salarié au domicile d'une personne âgée. D'accord. Voilà. Donc là, la personne âgée n'a rien à faire, c'est-à-dire sauf payer la facture en fait, qui lui est adressée en fin de mois. D'accord, très bien. Donc, si on ne veut pas s'embarrasser de tout ce qui est législation, rédaction du contrat de travail, règlement de déclaration des charges sociales, etc., vous conseillez, je suppose, de s'adresser à des structures prestataires, genre, je crois que l'ADARPA. Oui, ça peut être, oui, il y a l'ADARPA, il y a Noradom, il y a plusieurs structures. Aujourd'hui, il y a 58 structures qui sont agréées qualité, qui ont l'agrément de l'ADJECT pour intervenir, en tout cas pour des publics fragiles. D'accord. Si nos téléspectateurs souhaitent se procurer la liste des structures prestataires, elles peuvent le faire auprès du Conseil général. Auprès du Conseil général, très bien. Et en ce qui concerne les individus, qui peut prétendre à intervenir au titre de l'aide ménagère? Alors là, ça c'est vraiment là, c'est la personne âgée qui décide. Donc c'est elle qui décide de recruter la personne de son choix. Donc là, qui peut être un membre de la famille. De la famille. C'est souvent un membre de la famille, du voisinage ou d'une connaissance, mais c'est souvent, en fait, c'est la personne âgée qui prend, ou l'entourage en tout cas, qui prend la décision de recruter la personne de leur choix. Alors, dans le cadre du schéma départemental en faveur des personnes âgées, qui est l'outil de référence du Conseil général pour tout ce qui concerne la politique d'accompagnement des personnes âgées, il y a une sensibilisation, il y a une rubrique sur la professionnalisation des intervenants auprès des personnes âgées. Alors, est-ce que vous, en tant que conseiller général, ce sont des orientations, c'est une orientation que vous avez déjà mise en place? Est-ce que vous menez déjà des actions dans ce sens? Donc, effectivement, c'est vrai que ce sont des orientations et des propositions qui sont établies au sein du schéma. Et effectivement, donc après, le Conseil général ne sommes pas compétents au niveau de formation. Mais nous intervenons au niveau avec d'autres partenaires, donc au niveau, ça peut être des séminaires qui sont organisés ou encore des groupes de travail pour mener des réflexions, en tout cas dans ce cadre de professionnalisation, comment faire, etc. Donc nous participons plus aux mises en place, si vous voulez, de propositions dans le cadre de la professionnalisation. Alors, au sein de dans le cadre de cette professionnalisation, il y a une notion que les pouvoirs publics mettent en avant et sur laquelle ils organisent un certain nombre de réflexions et de campagnes de sensibilisation. Il s'agit des gestes qui peuvent être maltraitants ou de la maltraitance des personnes âgées. Alors, parmi vos partenaires, donc, nous avons entendu M. Coudin tout à l'heure de l'Agence régionale de santé de la Martinique, l'ARS, qui
qui nous a également parlé de l'action de l'ARS dans le sens de la lutte contre la maltraitance. Donc nous écoutons cette réponse de M. Coudin. Les pouvoirs publics mettent régulièrement en place des actions de sensibilisation contre la maltraitance des personnes âgées. De quelle façon l'ARS Martinique participe-t-elle à ces actions? La bientraitance est au cœur de l'action des différents services, des établissements dans le service médico-social. On est sur des services qui interviennent auprès de personnes vulnérables, donc ça fait vraiment partie des obligations des services de développer un projet de bientraitance. Nous, la réalité de ce projet de bientraitance, on a l'occasion de la vérifier, de la contrôler. On a un programme régional d'inspection, de contrôle, d'évaluation de tous les établissements, de tous les services. Alors bien évidemment, on n'a pas les moyens humains de contrôler tous les services, mais on a un programme qui cible chaque année des services où on va vérifier la réalité de ces pratiques de bientraitance, qui cible des établissements où on va vérifier. Et puis on a toujours cette possibilité aussi d'intervenir suite à des plaintes que peuvent transmettre des familles, des personnes, des professionnels à l'Agence régionale de santé. Et suite à ces plaintes, on a l'occasion d'intervenir, que ce soit auprès des services ou auprès des établissements, pour s'assurer de la qualité de la prise en charge. Bien, la bientraitance est une notion importante puisqu'elle participe de la qualité de vie des personnes âgées à domicile, également en institution, mais il est vrai que les personnes qui restent à domicile ne sont pas à l'abri, même de façon non intentionnelle, de gestes de maltraitance. Alors, il est également un aspect du maintien à domicile qui émerge de plus en plus, c'est la qualité du lien social, parce que rester dans son environnement, c'est bien. On garde, la personne âgée garde ses repères et dans son environnement, à la visite de ses proches, de sa famille, mais parfois elle est peut-être soumise à un certain isolement dans la journée notamment, et il lui manque ce qu'on désigne sous le vocable un petit peu fourre-tout de lien social. Puisque lorsqu'on est dépendant, lorsqu'on n'a pas forcément de transport, de moyens de transport adaptés à sa situation, il peut manquer effectivement cette relation avec autrui, ce lien social. Est-ce que dans le cadre de vos actions au Conseil général, vous travaillez sur cette question? Si, donc à travers toutes les prestations dont nous avons parlé précédemment, il est question du lien social, de maintenir en tout cas la personne âgée, comme on dit entre guillemets, connectée en tout cas à la vie sociale, à la vie économique. Donc après, nous, vraiment la politique du Conseil général, c'est vraiment mettre la personne âgée au cœur du dispositif et que ce soit elle qui prenne les décisions. Voilà. Donc après, donc toutes les prestations, aussi au niveau du portage de repas, donc les prestataires qui interviennent, on leur demande effectivement de relier en tout cas ce lien, de faire cette relation en tout cas jusqu'aux bénéficiaires et de nous faire remonter des fois tous les dysfonctionnements ou encore tout ce qu'ils peuvent constater sur le terrain, parce que nous n'y sommes pas. Donc après, c'est eux, ils font cette relation et nous permet en tout cas de voir, enfin en tout cas de continuer à apporter au plus près des personnes âgées toutes les informations et de relayer en tout cas l'information auprès des bénéficiaires. Alors, dans le cadre des conventions que vous passez, c'est un critère que vous mettez en avant avec les prestataires? Oui, tout à fait. Donc, avec les prestataires, nous le disons. Et effectivement, donc, il est rappelé tout le temps, en tout cas le plus souvent possible, de nous faire remonter toutes les prestations. Donc je parle aussi du montage de repas, mais aussi les services qui sont agréés par l'État, qui, eux, jouent beaucoup ce rôle, parce que ce sont eux qui sont au plus près. Donc quand on intervient pour 20 heures, 25 heures, 30 heures auprès d'une personne âgée, donc elles sont à même et puis elles voient un petit peu toute la situation, ils nous font remonter. Donc si après il faut que nous y allions, donc après nous intervenons aussi dans ce cadre-là.
Alors, vous avez un rôle, le Conseil général a un rôle de coordination avec les CCAS, notamment, les CCAS qui sont donc les, entre guillemets, les services de proximité, puisqu'ils sont au plus près des bénéficiaires. Est-ce que vous avez eu des remontées d'initiatives particulières en termes d'alimentation de ce fameux lien social? Si, donc beaucoup. Donc on travaille effectivement avec, pour un exemple, je prends l'exemple du CCAS du Lorrain, c'est celui qui me vient, vraiment de ce service en fait qui est aussi un service mandataire et qui répond vraiment, qui aide, qui accompagne vraiment les personnes âgées isolées, donc qui recense en fait, qui a pour mission aussi, qui recense les bénéficiaires et aussi les intervenants, et qui a mis en place des séances d'information, pas de formation, mais d'information à destination des intervenants et des familles, pour leur expliquer vraiment qu'est-ce que c'est que s'occuper de la personne âgée, parce que quand on recrute en gré à gré, ce sont souvent des gens qui sont plus formés. C'est-à-dire qu'ils se sont soit occupés d'un enfant ou de leurs parents, et donc ils pensent qu'effectivement, naturellement, on est à même de s'occuper d'une personne âgée, ce qui n'est pas forcément vrai. Le cas. Voilà. Alors donc du coup, le CCAS accompagne tous ces intervenants par des séances d'information. Donc ça c'est d'abord au Lorrain, et après ils ont étendu leur initiative sur l'ensemble du territoire par bassin gérontologique. C'est vrai qu'on note un maximum d'initiatives, on en a l'écho dans la presse. Il me vient à l'idée une initiative, je crois qu'il s'agit du CCAS du Gros Morne, qui a organisé une formation à destination de visiteurs, de personnes âgées, qui vont donc à domicile passer quelques heures avec des personnes isolées, histoire effectivement de reconstituer un lien social et d'apporter une compagnie à des personnes isolées qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Alors, dans le cadre également du lien social et de l'information des personnes âgées et de leur entourage, parce que nous rappelons bien entendu que les conseils que nous distillons dans le cadre de Mahogany s'adressent bien entendu aux personnes concernées, mais également à nous tous qui dans un plus ou moins long terme seront effectivement appelés à rentrer dans la catégorie des personnes âgées. Je vous rappelle que le thème du magazine, c'est quand même bien vieillir en Martinique, et bien vieillir, ça se prépare. Donc dans le cadre de l'information et des rencontres liées au vieillissement, le Conseil général organise, je crois, tous les 2 mois, des rencontres, les rendez-vous du mardi, qui se déroulent à l'Atrium, et de 9h à 11h. Donc les prochaines rencontres auront lieu mardi prochain. Voilà, le mardi 26 février, donc, à partir de 9h à l'Atrium, et le thème abordé sera comment améliorer sa mémoire. Tout à fait. Donc, ce sont des rendez-vous qui ont été instaurés depuis un certain nombre d'années, je crois. Tout à fait, et qui rencontrent beaucoup de succès. Qui rencontrent beaucoup de succès. Donc, un thème abordé tous les 2 mois, un thème nouveau. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez soit contacter. Alors, c'est une institution dont on n'a pas parlé. C'est vrai, et qui fait partie quand même du lien social. Du lien social, tout à fait. La coordination qui coordonne, c'est vrai, qui coordonne toutes les actions autour de la personne âgée. Si on n'en a pas parlé. Voilà, donc il s'agit du CLIC de Fort-de-France, qui se trouve immeuble Cassius de Laval à Fort-de-France, où sont délivrées toutes les informations dont nous parlons dans Mahogany, des informations qui concernent tout l'environnement de l'adresse s'affiche à l'écran, 29 boulevard du Général de Gaulle, et qui permet à tout un chacun d'avoir des renseignements. Donc, si vous souhaitez avoir des informations sur ce prochain rendez-vous du 26 février sur comment améliorer sa mémoire à l'Atrium, vous pouvez vous adresser au CLIC dont le numéro s'affiche à l'écran. On vous donnera toutes les informations disponibles. L'intervenant au cours de cette manifestation est le docteur Raymond Masséno,
que nous avons nous-mêmes reçu dans Mahogany à l'occasion d'un sujet sur la maladie d'Alzheimer. Donc, écoutez, merci beaucoup, Madame Pavadé. Nous regrettons que Monsieur Flériac ait pu se libérer pour arriver à temps pour participer à notre entretien. Donc, le maintien à domicile occupera notre prochain numéro de Mahogany, où nous irons directement à la rencontre des prestataires et des bénéficiaires des services du maintien à domicile. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine avec le plus grand plaisir. À très bientôt.